Au pays des neiges, les hommes et les chiens ont développé depuis des millénaires un lien d'une force inouïe. Une relation née d'efforts intenses, de lutte contre les éléments et d'affection réciproque. Aujourd'hui, des passionnés en ont fait une course. Mais c'est aussi une aventure et un voyage dans les montagnes enneigées. Bonsoir et bienvenue. Ce soir, votre jardin extraordinaire commence au cœur des Alpes et vous emmène pour une véritable odyssée à travers ces paysages majestueux. Un voyage qui reposera essentiellement sur la force d'une relation unique qui unit des hommes et des animaux, le musher et les chiens qui vont tirer son traîneau. Des animaux dont les entraînements, les soins, les performances correspondent véritablement à celles d'athlètes de très haut niveau. Et puis une relation qui n'est pas celle d'un maître avec ses chiens, mais bien celle de compagnons de voyage. Ce soir, votre jardin extraordinaire se met dans la trace de la grande odyssée Savoie-Mont-Blanc et vous emmène dans l'intimité des mushers et de leurs attelages, tout en découvrant les splendides paysages alentours. Tout au long de cette aventure, nous suivrons deux mushers français. Grégory Coffre, 22 ans. Tu les sens comment les chiens? Ça va, mais ça se prépare. C'est le plus jeune engagé, mais il court déjà sa deuxième grande odyssée. Son objectif, arriver à bon port avec tous ses chiens en bonne santé. Rémi Coste a 40 ans. Il participe pour la 4e fois à cette course. Professionnel du traîneau à chiens depuis des années, il vise la meilleure performance possible et le podium. Ok. Nos deux mushers s'embarquent pour 10 jours d'un parcours d'étapes qui correspond à 1000 km d'efforts. La Grande Odyssée traverse 3 zones de course réparties entre la Savoie et la Haute-Savoie autour du Mont-Blanc. Ailleurs dans le monde, les courses de chiens de traîneau parcourent le plus souvent de longues étendues plates. Ici, c'est devenu un sport de montagne, avec d'interminables montées. Cumulées, elles représentent 30 000 mètres de dénivelé positif. Pour se lancer à l'assaut des pentes enneigées, Grégory a composé son attelage de 2 races différentes. Des Esquimaux du Groenland, qui sont relativement lourds, capables de tirer des charges importantes. C'est un chien, une race qui est super proche de l'homme. Il faut tous qu'ils aient leur caresse après la course ou pendant, mais tous les jours, quoi. Et des huskies sibériens, qui sont plus affinés et plus rapides. Donc ça, c'est la chienne la plus intelligente de l'attelage qui est devant, donc qui dirige les autres chiens, quoi. Alors que certains attelages font de savantes reproductions pour arriver aux meilleurs chiens, Grégory, lui, en a récupéré certains dans des refuges. De chiens abandonnés, ils sont devenus des athlètes. Et pour Grégory, ils font aussi partie de la famille. Ils sont tous nés à la maison, en fait, et ils finissent leur vie à la maison chez nous. Donc 365 jours sur l'année, on est constamment avec eux. Et en fait, ils nous permettent d'oublier tout ce qui est problème de la vie. C'est grâce à eux qu'on est heureux aujourd'hui, quoi. Dans l'équipe de Rémi, l'heure est au jeu. D'après lui, c'est la règle numéro 1. Nova, fais gaffe, elle s'auto. Emmène ton chien de cirque. Pour espérer gagner une course, le musher doit d'abord et avant tout passer beaucoup de temps avec ses chiens, établir une relation de confiance mutuelle et de plaisir. Plutôt que d'avoir les chiens qui sont attachés, on met un petit filet parce qu'on est sur un lieu de course et c'est pour pas que les chiens divaguent, mais sinon on met pas de filet. Et on passe beaucoup de temps à se promener avec eux et puis à jouer parce qu'en fait il n'y a rien qui oblige les chiens à courir. La seule façon de faire courir un chien et de bien le faire courir, c'est qu'il ait envie de le faire. Pour qu'il ait envie de le faire, il faut qu'il ait envie de nous faire plaisir. Pour qu'il ait envie de nous faire plaisir, il faut qu'il soit heureux. Les chiens de Rémi ne ressemblent pas à ceux qu'on a l'habitude de voir devant un traîneau. Avec leurs poils courts et leur apparence de chiens de chasse, ils ne semblent pas taillés pour la neige et le froid. Pourtant, ce sont bien eux les plus performants du circuit. Leur race, ce sont des Scandinavian Hound, d'accord. Donc c'est un croisement de chiens
nordiques avec des chiens beaucoup plus typés chasse. Tout ça pour obtenir des chiens en fait plus rapides, plus forts, plus endurants, plus adaptés en fait à la compétition. Alors lui, il est un petit peu différent des autres, d'accord? C'est ce qu'on appelle un Alaskan. Donc c'est un croisement de chiens aussi, mais où il y a un petit peu plus de chiens nordiques à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a les oreilles droites et un petit peu plus de poils par rapport à Typhon qui est juste à côté, qui lui est beaucoup plus typé chasse. La course va s'élancer dans quelques minutes. Les chiens et les hommes sont impatients d'en découdre et de tracer dans la neige. Le départ des étapes attire un public qui varie en fonction des jours, de quelques dizaines de courageux curieux jusqu'à des milliers de spectateurs. Sur la ligne, les concurrents s'élancent toutes les 2 minutes. D'abord en fendant la foule. Puis très vite, la course vire à l'échappée solitaire. C'est parti pour 1000 km d'efforts lancés à la seule force des chiens dans le silence de la montagne. L'attelage de Grégory ne jouera pas la victoire, mais il espère bien figurer dans le top 10 et ramener tout le monde en bonne santé. L'objectif, c'est donc la 10e place, finir la course avec aucun chien blessé, toujours avec le sourire. Si on n'a pas la banane, c'est pas la peine. Il faut essayer de garder ce qu'on appelle dans le chien de traîneau, c'est le will to go. C'est toujours l'envie d'aller devant, l'envie de courir. Parce que si les chiens ils perdent ce will to go, on n'a plus qu'à prendre le camion et rentrer à la maison. Rémi, quant à lui, espère bien monter sur le podium et rêve même de la victoire. L'objectif en tant que coureur, il est de gagner, bien entendu. Sinon, accrocher un podium, mais l'objectif, oui, il est de gagner. 16 attelages de 8 nationalités différentes ont pris le départ. Tous luttent pour la victoire, mais chacun sait que la montagne peut se révéler impitoyable. Juste à vérifier, elle fatigue un peu, c'est ça? Pour suivre la santé des chiens, 8 vétérinaires sont mobilisés en permanence. Chaque jour, les animaux sont palpés, examinés, auscultés. Et pendant que les équipages sont en course, les assistants des mushers, les handlers, amènent les chiens de réserve à la consultation. Elle a fait un malaise hier après-midi, avant l'arrivée. D'après les vétérinaires, c'était hypoglycémie. Voilà. Peut-être dû aussi à la fatigue. Au premier signe de faiblesse, les vétérinaires exigeront que le chien soit mis au repos. Le temps nécessaire pour ne prendre aucun risque pour la vie de l'animal. Hop. En fait, je regarde si au niveau de son électrocardiogramme, c'est-à-dire ce qui enregistre l'activité électrique de son cœur, j'ai une activité électrique qui va être normale ou pas. C'est-à-dire avec un profil d'onde qui correspond à ce qu'on peut attendre chez un chien. C'est bon, j'ai juste ce qu'il me faut sur l'écho. Ils sont effectivement très généreux, ils donnent énormément, puis courir, c'est leur passion, quoi. On le voit, hein, on voit comme ils courent comme des cabris, comme ils sautent en l'air avant les départs. C'est des chiens, si on les empêche de courir, ils seront malheureux, c'est sûr. Il y en a qui se donnent sans compter, il y en a qui ne s'écoutent pas. Ils sont pas comme les humains sur ce plan-là, donc c'est à nous d'écouter pour eux et de voir quand ils vont arriver au point de rupture et qui fait qu'ils ne pourront pas courir plus. On est garant de leur intégrité physique tout au long de la course. C'est à nous d'écouter pour eux et de faire en sorte qu'ils ne se donnent pas au-delà de leurs limites. Hop. En course, l'équipage doit adapter sa vitesse sur celle du chien le plus lent. Si le musher laisse les plus forts dicter leur rythme, les plus faibles risquent de craquer. Après les premières étapes de ce parcours exigeant, Grégory est classé parmi les derniers. Mais son équipage est au complet. Loin devant, Rémi s'est rapidement hissé dans le trio de tête. Puis a carrément pris la première place de la course. Mais chaque jour peut réserver ses surprises. Et aucun coureur n'est à l'abri d'un coup dur. Dès qu'il a franchi la ligne, le musher n'est plus seul. Chaque coureur est attendu par toute une équipe. Pour Grégory, c'est sa fiancée et son père qui l'attendent à chaque fin d'étape. Sans eux, le musher n'est pas grand-chose.
Un musher tout seul, il est obligé de tout faire et c'est lourd. Quand on arrive sur les fins des étapes, on se retrouve avec un timing très très serré. Résultat des courses, la fatigue se ressent, l'énervement. Et d'où l'intérêt d'avoir un team où on sait que derrière, le boulot se fait et puis voilà. Dans la famille Coffre, le père et le fils alternent les rôles d'une année à l'autre. Cette fois, c'est le fils qui pilote l'équipage. Lui, c'est sa deuxième audio. Moi, je l'ai fait l'année dernière. Donc, lui, il se repose complètement sur moi. Comme moi, l'année dernière, je me suis reposé sur son expérience pour la préparation des chiens. Et voilà, vice-versa. Chez les Costes aussi, le traîneau, c'est une histoire de famille. Sa femme et un de ses fils sont ses handlers, les seuls autorisés à rejoindre le musher au départ et aux arrivées. Le rôle de handler, c'est vraiment d'assister le musher en fait, dans tous ces petits gestes du quotidien. Et on a 2 renforts cette année, on est en famille, il y a mon frère et ma belle-sœur qui sont là. Donc eux, ils sont vraiment spécialisés dans le massage en fait. Rémi a carrément équipé un bus pour le confort des chiens et de toute l'équipe. Un des endroits clés pour les chiens, c'est ici, niveau articulation, ce qu'on appelle les poignets. Et on vérifie en pliant un peu comme ça, voilà, qu'il n'y a pas de douleur particulière. Dès qu'ils reviennent, on commence tout de suite sur les muscles, sur les articulations. On reprend 1 ou 2 heures plus tard, et au minimum 1 demi-heure par chien. Et puis le lendemain matin, on recommence. C'est une façon au chien de recouvrer ses forces, de se détendre, et ça maintient les chiens dans de bonnes conditions, c'est top. La Grande Odyssée est certes une course. Mais pendant les étapes, ou entre celles-ci, aucun des compétiteurs n'est tout à fait insensible au décor majestueux qu'ils traversent. Le parcours emprunte les plus belles vallées des Alpes, traverse des paysages d'une beauté à couper le souffle, même pour les plus grands athlètes. Ce jour-là, Fabrice nous emmène dans la réserve de Sixte Fer à Cheval. Une vallée qui se termine en un gigantesque cirque rocheux, encerclé par des parois de plusieurs centaines de mètres de hauteur. Fabrice, tu nous as emmené sur un balcon avec vue sur le fer à cheval. Oui, alors ici on se trouve exactement dans un secteur qui s'appelle Gifrenan. Donc nous sommes au-dessus du cirque du fer à cheval. Et on a en face de nous les montagnes qui constituent le cirque par lui-même. Donc c'est assez grandiose, c'est vrai que c'est une grosse marche d'escalier. Le bas à 1000 mètres d'altitude à peine et le haut donc 2300-2400 mètres d'altitude. Avec le danger par contre que quand tu as de la neige, là, elle vient de tomber cette nuit, après quelques jours, tu as intérêt à pas te trimballer au pied des falaises. Voilà, alors tout à fait, pas aller se promener au pied des massifs parce que ça peut décharger du haut à tout moment. Depuis hier, il tombe cette petite neige bien fine, bien froide, très légère, très farineuse, donc elle n'a pas beaucoup de cohésion avec la sous-couche. Et c'est vrai que là, les risques d'avalanche sont vraiment très très marqués. Pour moi, en tout cas, les jours de mauvais temps comme aujourd'hui, avec ces brumes qui s'accrochent à droite à gauche, c'est une ambiance vraiment très très particulière. On a l'aspect montagne qui ressort quand même là, qui est très fortement marqué. On est sans être à 3000 mètres d'altitude, on a quand même vraiment l'impression d'être en haute montagne. C'est quoi comme trace que tu dois la monter là? C'est un cerf qui s'est promené là, qui est passé en fin de nuit. Bon, la trace commence à être recouverte par la neige fraîche qui tombe en ce moment là. Et apparemment, donc, ouais, il est sorti du torrent qui est là-bas et il est rentré ici dans la forêt pour faire une boucle un peu plus loin. Donc c'est une trace assez grosse, donc ça ne peut être que du cerf. Le sanglier, on aurait à la fois l'empreinte et puis une espèce de U tout du long, il ferait office de bulldozer. Très court sur pattes, donc son torse va frotter. Le chevreuil, ça serait une toute petite trace, des tout petits sabots. Et puis le chamois, ça serait des ongles beaucoup plus marqués, beaucoup plus fins, mais assez longs, quoi.
Haut dans le ciel, un gypaète barbu cercle patiemment. C'est un charognard capable de manger des os. Ces jeunes naîtront à la fin de l'hiver. À cette époque de l'année, les avalanches sont fréquentes et fauchent chevreuils et chamois. De cette façon, les oisillons auront beaucoup à manger. Pendant la course, les concurrents n'ont pas toujours l'occasion de regarder le paysage. Car certaines étapes se courent de nuit. La 7e est doublement difficile. Dans le noir, les mushers guident les chiens à la lampe frontale. Mais avec la neige, pas facile de distinguer le relief. Puis à l'arrivée, cette fois, il n'y a personne pour les aider. Sur cette étape, les mushers sont en autonomie totale. Pas de handler, pas d'auberge, pas de car. Et le temps presse, car les chiens de Rémi ont froid. Premier geste à ce genre d'étape, Rémi, c'est quoi? Tout de suite, ça va être couvrir les chiens. Couvrir les chiens, préparer la bouffe et aller se coucher. Dans le règlement, les hommes dorment sous tente et les chiens dehors. Mais les mushers peuvent aussi utiliser tout ce qu'ils ont emporté avec eux. Et ici encore, Rémi a sa technique bien à lui. Il a embarqué une tente supplémentaire et il y dormira avec tous ses chiens. Tu nous expliques ce que tu fais? Bah là, je les mets dans la tente et je les installe pour la nuit. Et après, je vais faire les soins et les nourrir à l'intérieur. Bien au chaud. La nuit va être courte. Pourquoi? Bah parce qu'il va falloir les masser le plus possible, le plus longtemps possible, pour qu'ils récupèrent. Le bivouac n'est pas l'étape préférée de Rémi. Ces chiens ne sont pas dans leur environnement habituel et ils s'entraînent peu pour ces conditions extrêmes. Vous me laissez une place, les gars? Bon, bah bonne nuit. À demain. À côté, Jean-Philippe dormira seul sous sa tente. Ses chiens restent dehors. Pas de quoi l'effrayer, c'est même une des étapes qu'il préfère. Mais moi je prends beaucoup de plaisir ce soir. On a du vent, il y a de la neige, il y a des températures qui ressemblent à des températures d'hiver. Donc voilà. Si Jean-Philippe affectionne de se frotter aux éléments, il doit quand même faire appel au vétérinaire. Un de ses chiens pourrait avoir un problème. Ce sont des chiens qui avaient des échauffements, des douleurs de poignet. C'est une articulation qui est très très sollicitée sur les descentes et qu'on a traité au fil des jours en ostéopathie et avec des massages. Le musher va maintenir de la glace dessus et c'est un chien qui n'aura pas de problème demain avec ça. Petit à petit, le silence recouvre le camp. Dans le vent et le froid, chacun essaye de dormir le mieux possible, mais tout le monde n'est pas encore arrivé. Et voilà, il est un peu plus de minuit au col du Mont-Cenis, c'est ici qu'est la ligne d'arrivée. On est à un peu plus de 2000 mètres d'altitude. Malheureusement, on attend Grégory et il n'arrivera pas. Il a dû rebrousser chemin dans la montée. Il fait quasiment moins 20 degrés en température ressentie avec le vent. Et ses chiens sont malades, alors avec des conditions pareilles, il a malheureusement dû faire demi-tour et retourner vers la ligne de départ. Le vent n'a pas faibli durant la nuit. Et le matin, les rafales sont impressionnantes. Aux premières lueurs du jour, comme l'indique le règlement, Rémi a dû démonter sa tente. Voilà, on essaye de les protéger le plus possible, maintenir une bonne cohésion et puis qu'ils reprennent le plus rapidement possible la course. Parce que là on est en plein vent, donc ils usent beaucoup d'énergie pour pas grand chose. C'est quoi le plaisir pour toi, que ce soit au bivouac ou en course? Ah, c'est surtout le plaisir de voir l'aboutissement de tout le travail qui a été fait pendant des mois et des mois, puisqu'on pense qu'à ça tous les jours. Donc quand la course se déroule bien et que les chiens sont performants, sont en bonne santé, récupèrent bien,
bah, ça veut dire que tout le travail qu'on a fait en amont a été bien fait. C'est ça en fait la récompense. C'est même plus important que de gagner. La caravane reprend sa route. En tête, Rémi, plus motivé que jamais. Grégory, lui, a dû abandonner. Et il a rapidement quitté le circuit pour éviter que ces chiens malades ne contaminent les autres équipages. Et en espérant revenir plus fort la prochaine fois. Pour cette édition, il n'y a que des hommes qui courent la Grande Odyssée. Mais la course de chiens de traîneau est un sport mixte. Des femmes aussi pilotent des équipages dans différentes compétitions. Diesel. Sandra n'est plus dans la logique de la course. Mais elle aime rappeler aux promeneurs que le lien entre l'homme et les chiens de traîneau existe depuis des millénaires. Il n'y avait pas de tradition écrite, hein. C'est ce que l'histoire orale nous a ramené. C'était quand même une nécessité de survie, hein, c'est-à-dire que l'homme a eu besoin du chien pour se déplacer, pour chasser, et le chien, le canidé tout du moins, avant qu'il soit domestiqué et qu'il devienne chien, bah lui aussi il s'est rapproché des campements, il s'est rapproché des humains. Donc il a utilisé la chaleur du chien pour avoir chaud la nuit, il a utilisé la traction du chien pour se déplacer, il a utilisé l'instinct de prédation du chien pour chasser. Donc depuis la nuit des temps, les tandems homme-chien fonctionnent, hein, et ça fonctionne super bien. Voilà. Allez, capsule. Voilà, voilà. On va y aller ? Avec toi, je sais pas où je me mets. Bah, les fesses dans la peau de renne. Ah ouais, c'est genre vraiment 5 étoiles, quoi. Voilà. Voilà. C'est comme dans l'avion, quoi. Tu dois avoir confiance dans le mec qui pilote, quoi. Exactement. J'ai pas le choix, quoi. Donc je peux pas piloter en état d'ébriété. Yi bébé ! Puis une fois l'attelage lancé, c'est l'occasion de se déplacer à un rythme différent. Hey ya baby! Donc là, tes deux plus forts, c'est les deux juste devant nous, quoi. Ouais, Eux, les ils 4 tirent en vraiment, fait. Hein. Je les ai interchangés. C'est quoi pour toi le plaisir d'une balade comme ça? Mais c'est ça, c'est le rendu du, si tu veux, tous les efforts qu'on fait toute l'année. Dipsy sur notre meute, ben là c'est la gratification. Ton chien il te donne son travail et tu passes un super moment de glisse. Allez, reste à droite bébé, reste à droite. Et là, juste le bruit des chiens, la respiration des chiens, le bruit des patins dans la neige, c'est agréable comme quand tu fais du ski. Sauf que c'est la traction animale qui t'emmène. Et ça, c'est le vrai plaisir de meucher, quoi, en fait. Allez, c'est bien, bien, bien. Oui, c'est bien. Allez, ce sont des grands sportifs. Hein, ce sont des chiens qui ont besoin d'efforts, qui aiment l'effort. Et puis, après, le tempérament de base, c'est quand même un chien de meute, donc c'est quand même l'instinct de domination, avec un joli petit mélange avec l'instinct de prédation. Reste à gauche, bébé. Donc, les qualités du chien, c'est ça. Hein, c'est vraiment sa vie sociale et puis son aptitude au travail. Et puis son grand courage, parce que vraiment, il travaille dur. La course entre dans sa dernière ligne droite. Ce jour-là, au départ, l'ambiance est plus électrique que jamais. Allez, cours ! Car pour une fois, les concurrents s'élancent tous ensemble. Aujourd'hui, c'est une mass start, donc ça veut dire qu'on part tous en même temps, au contraire des autres étapes où on part en fait en contre-la-montre toutes les 2 minutes. Donc la configuration n'est pas du tout la même. C'est quelque chose qu'on craint quand même un petit peu parce qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, les chiens peuvent être impressionnés et puis il y a plus de risques d'emmêlage avec les autres concurrents. Donc le but en fait, il est de ne pas prendre de risques. Même s'ils sont partis tous ensemble, les différences se marquent rapidement. Et les mieux classés ne sont pas forcément ceux qui profitent le plus du décor. Alors on n'admire pas le paysage, même s'il est très très beau. Non, c'est observer chaque chien, son comportement, comment il est, son attitude, pour ne pas le mettre dans le rouge, pour pas qu'il craque. Pendant que Rémi est concentré sur sa course, rien ne nous empêche de découvrir les beautés naturelles de la région. Les traîneaux ont traversé le plateau des Bauges. Pascal y travaille depuis 3 ans
et ne se lasse pas d'en raconter l'histoire. Là, on est vraiment dans le paysage typique du massif des Bauges. Voilà, alors déjà on est dans le cœur du massif des Bauges. Alors les roches calcaires, ce que je dis, les roches sédimentaires, c'est des roches en fait qui se sont créées au moment où toute cette surface-là était recouverte par la mer et les océans. Et ce sont des dépôts de sable et de matériaux fins qui se sont amoncelés et compactés. Et c'est vraiment la caractéristique des roches sédimentaires, c'est ces traits, ces stries horizontales qu'on peut avoir. Autre caractéristique du massif, c'est qu'en dessous du sol, il va y avoir un véritable gruyère. On ne le voit pas forcément, mais on marche dessus. Voilà, c'est ça, c'est les roches calcaires. En fait, l'eau s'infiltre et dissout le calcaire. Et en fait, on se retrouve avec énormément de grottes et de réseaux d'eau souterrains, qu'on appelle le réseau karstique, qui permet à l'eau de pouvoir s'évacuer. Et c'est vrai que c'est une des particularités des Bauges. Cet hiver n'est pas très froid. Et déjà, à la mi-janvier, les arbres préparent le retour des beaux jours. C'est le cas du noisetier qui habituellement sort au mois de mars, mais cette année, avec un hiver un peu clément, on voit que les premiers chatons mâles ont déjà mûri. Pour le noisetier, c'est un arbre assez particulier, c'est qu'il a deux fleurs. Il a une fleur femelle et une fleur mâle. La fleur mâle qu'on voit ici qui est le chaton, et puis la fleur femelle qui est beaucoup plus discrète, qui ressemble un peu à un bourgeon d'arbre. On va avoir deux petits pistils sur lesquels le pollen vont être mis par le vent, soit autrement les insectes, et qui vont permettre de pouvoir après derrière faire les noisettes. Ici encore, la neige, comme une page vierge, permet de suivre les animaux à la trace. On peut de nouveau lire ici un livre ouvert quasi dans la neige, quoi. Ouais, surtout là on a un peu de chance, c'est que les traces sont quand même relativement bien fraîches. Ça va être un renard. Alors pourquoi un renard? En fait, on va avoir plusieurs indices qui vont nous permettre de le trouver. La taille de l'empreinte déjà, plutôt petite. Et puis après, c'est une trajectoire, on sent que les pattes sont toutes alignées, avec une patte arrière qui va re-rentrer dans la patte avant. Ça lui permet, dans une neige un peu profonde comme celle-ci, de s'économiser. Le renard, en fait, quand il sort la nuit ou au tombé de jour ou à l'aube, c'est pour mulotter. Donc il va chercher dans les prés tous les mulots, les campagnols qu'il peut y avoir. Une des images mythiques du renard qui mulotte en pleine neige, c'est il ressent ou il entend l'animal. Alors souvent il a les oreilles bien dressées, droites comme ça, et puis d'un coup il va replonger les pattes et la tête en premier dans la neige comme ça et s'enfoncer. Et puis après il ressort avec son campagnol qui va dévorer paisiblement. Ce qui va lui permettre de pouvoir passer l'hiver en plus de la graisse qu'il a pu emmagasiner pendant tout l'été. Sur la course, c'est parti pour la dernière étape. Avant le départ, Rémi est en tête et compte 25 minutes d'avance sur le deuxième. Le leader part toujours en dernier. Mais Rémi remonte petit à petit ses concurrents et tous sont dépassés. Le plus beau moment, je crois que c'est... il y a une dizaine de kilomètres d'ici. Là. Avant que j'arrive, j'étais passé en tête, il n'y avait plus personne derrière. Je savais cette fois que c'était vraiment gagné. Aujourd'hui, c'est un petit peu la concrétisation de 4 ans de travail avec les chiens, avec la famille qui aide beaucoup. Sur la ligne d'arrivée, la famille de Rémi l'accueille avec beaucoup d'émotion. Rémi félicite son équipe et peut enfin savourer sa victoire. Les chiens sont en super forme grâce au travail de tous mes handlers, de toute la famille qui ont massé tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc les chiens terminent la Grande Odyssée en super forme. Il faut un peu trop vite. Et dans 2 jours, on repart pour une nouvelle aventure, un nouveau challenge, avec la même envie de gagner. Et voilà, j'ai encore 2-3 objectifs d'ici la fin de la saison. Et puis je suis déjà la saison prochaine avec plein de petites choses à corriger pour être encore meilleur. L'un a gagné. L'autre a dû abandonner. Mais nos 2 mocheurs ont atteint leur objectif premier. Préserver tous leurs chiens des dangers de la course. Car s'ils aiment courir, le plus grand risque c'est l'épuisement, tant ils veulent participer à l'effort collectif du traîneau, qui dans tous les cas va toujours au rythme du chien le plus lent.
C'est devant ce magnifique panorama sur les Alpes que s'achève notre émission qui s'est glissée dans la trace de la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une course qui est aussi l'occasion de se rappeler ce lien unique et très fort développé entre les hommes et les chiens. On l'a vu dans ce cas-ci, une relation qui, lorsqu'elle respecte à la fois les hommes et les animaux, eh bien, peut donner lieu à de grandes performances comme cette traversée des Alpes que nous avons pu suivre tout au long de ce magnifique voyage. Rendez-vous.